les dimanches à partir de 13 heures. La semaine d'Elikia. Congo, Congo ndemboka, mboka ngomo kengeli. La semaine d'Elikia, la semaine d'Elikia. Un magazine sociopolitique de la rédaction de votre radio. Tomoni bozo banyoso tosali. Oya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala. Moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe. Bon dimanche à vous tous, chers auditeurs de la radio Elikia. Bienvenue à votre émission La Semaine Elikia. La Semaine Elikia aujourd'hui reçoit un grand leader de ce monde, M. Vital Kamerhe. Il est le président de l'INC. Comme vous le savez, c'est le président honoraire aussi de l'Assemblée nationale. Avec lui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On va parler aussi de la position de l'opposition, permettez-moi la tautologie. On va parler de massacre de Béni. Et ensuite, s'il va accepter, on va parler un mot sur le dialogue congolais qui est en train de patiner. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Elikia qui nous suivent en ce moment. Oui, vous êtes sans ignorer que le pays vient de perdre un homme très important, le ministre de la Culture. Nous l'avons vu dernièrement ici pendant les obsèques de Papa Wemba. Il a bâti un grand travail, mais aujourd'hui il vient de nous quitter. Vital Kamerhe, avant que je vous accorde la parole, je demande d'abord à l'ingénieur Olivier Nguessi de nous balancer le message, le dernier entretien que nous avons fait avec le ministre de la Culture, Banza Moukalay. À mon tour, je remercie la population pour avoir conduit Papa Wemba dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Et en cela, la population a exaucé le vœu du président de la République qui voulait que les choses se passent de la manière la plus professionnelle possible. Et je crois que la population quinoise a prouvé aux yeux du monde entier qu'elle pouvait se discipliner, qu'elle pouvait dignement pleurer son mort. Et je voudrais la remercier. Je remercie aussi le comité organisateur dans lequel on trouvait énormément de gens. On trouvait la police, et la police cette fois-ci a eu un comportement exemplaire. Le gouverneur de la ville qui a coordonné le comité d'organisation et Madame Kazadi qui est ma directrice de cabinet qui a été l'adjointe et beaucoup d'autres, beaucoup de services, beaucoup de musiciens, les gens de la famille. Enfin, chacun a eu un comportement exemplaire. Je voudrais donc le remercier. Et en même temps, présenter mes excuses pour quelques failles qui peuvent avoir été constatées ça et là. Parce qu'après tout, c'est un travail humain. Voilà. Là, nous venons de suivre le ministre de la Culture, Banza Moukalay. Je dois être le dernier ou pas le deuxième à faire le dernier entretien avec lui. Oui, monsieur président Vital Kamerhe, vous avez connu Banza Moukalay? Oui, je l'ai connu, Banza Moukalay. Il avait encore 33 ans quand il a, dans les moments de fin de règne du maréchal Mobutu, tenu le flambeau du parti-État qui était devenu un fait privé et qui a démontré la loyauté à un président qui était pourtant dans une phase finissante. C'est un grand homme, un homme de conviction qui vient de nous quitter. Aussitôt informé par SMS par l'un de mes collaborateurs de la mort de notre grand frère Banza Moukalay qui a travaillé beaucoup pour ce pays. Et je me suis rendu à sa résidence et j'y étais à 23h30 et je puis dire à la veuve et aux enfants éplorés que Banza Moukalay, ses œuvres vont continuer à parler. C'est une perte pour la nation et naturellement j'ai dit mon mot de compassion et mes condoléances à cette famille aujourd'hui qui vient de connaître une perte, puisqu'on dit que la perte est au niveau national, mais au niveau de la famille de Banza Moukalay, ils sont inconsolables. Voilà, Banza Moukalay, notre grand frère, vous êtes parti. Nous allons rester combattre pour la cause nationale. Je sais que l'intérêt général était au centre de votre action, quel que soit le camp où vous vous trouviez. Et vous pouvez remarquer, il était l'un des rares de la majorité qui n'entrait pas dans des débats stériles. Il revenait toujours sur les débats
nationale pour que le peuple congolais soit le seul vainqueur. Et il pouvait en même temps trouver une équation, servir la cause de la majorité présidentielle à travers le président Kabila, mais il avait compris que ceci, pour autant que ça ne soit pas incompatible avec ses convictions pour ce peuple qui doit retrouver le chemin de l'espoir pour les rendez-vous avec l'espérance. Voilà, merci, que son âme repose en paix. Bon, nous continuons parce que Banza est parti, mais le pays continue à vivre. Mais c'est Vital Kamerhe, nous voulons avoir votre analyse par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle vient de rendre l'arrêt, autorisant le président Joseph Kabila de rester au pouvoir s'il n'y a pas des élections au-delà de 2016. Donc, il pouvait rester même pendant une année, 2 ans, jusqu'au moment où on va organiser les élections. Vous, comme un grand leader de ce pays, comment vous avez réagi par rapport à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle? Avant d'exprimer ma colère et ma déception vis-à-vis non seulement des 9 juges de la Cour constitutionnelle, mais de l'ensemble de la majorité présidentielle, sans honte et sans gêne, cette majorité qui a fêté du fait qu'on vient de violer la loi suprême du pays, du fait qu'on est dans une démarche de déification du président de la République, c'est-à-dire un individu, comme tout autre, puisque Dieu nous a créés à son image. Il n'y a pas de grands et de petits. C'est très grave cette démarche, et je l'ai dit clairement. La question qui a été posée, ou du moins la requête de la majorité présidentielle à la Cour constitutionnelle, c'était de savoir est-ce que dans l'éventualité où les élections ne se tiennent pas, le président Kabila va-t-il continuer ou il doit déposer les armes? La réponse de la Cour constitutionnelle, même s'ils ont voulu l'habiller par une acrobatie juridique d'un autre monde, elle est claire, cette réponse, sans tenir compte de l'opinion et des attentes du peuple congolais, ce peuple qui veut l'alternance au pouvoir le 20 décembre 2016, les 9 juges de la Cour constitutionnelle, il peut continuer. La première question que je me pose, qui a dit à ces 9 juges de la Cour constitutionnelle qu'ils ont le pouvoir de réécrire la Constitution? C'est une révision déguisée. Notre grand frère, notre papa Etienne Tshisekedi, qui vient de nous emboîter les pas, il parle de la révision démasquée, masquée de la Constitution. Deuxièmement, qui a dit à ces 9 juges qui peuvent prendre à la fois les prérogatives de l'Assemblée nationale, du Sénat, puisque pour qu'on révise la Constitution, il faut que le projet portant révision de la Constitution soit voté dans le même terme, et en plénière à l'Assemblée nationale, et au Sénat, et ensuite en Congrès. Ça, c'est pour voter l'opportunité de la révision. Mais pour que la révision devienne une réalité, ce projet doit passer au référendum auprès du peuple congolais qui est le seul souverain à pouvoir changer sa loi fondamentale. Donc, au-dessus de la Cour constitutionnelle, il y a la Constitution. Au-dessus de la Constitution, il y a le peuple souverain. Et voilà que 9 personnes ont pris la place du Parlement, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, et la place de 75 millions de Congolais. C'est très grave. C'est une imposture que nous devons combattre par tous les moyens. C'est un référendum déguisé, et au niveau de l'opposition politique, au niveau de mon parti d'abord, et de l'opposition politique ensuite, nous n'avons pas attendu une seule minute. Nous avons réagi vigoureusement pour dire que ça, c'est une révision constitutionnelle déguisée. Mais quelque part, ils ont joué leur rôle. Ils ont joué leur rôle d'interpréter la loi. Le rôle d'interpréter la loi doit se faire dans les cadres tracés par la Constitution. Et je voudrais vous dire ceci. La Cour constitutionnelle elle-même, je vais vous lire ce que la Cour constitutionnelle a dit. La Cour constitutionnelle a avoir relevé que, j'ouvre les guillemets, étant clair, l'alinéa 2 de l'article 70 ne nécessite pas,
en principe d'interprétation. Et que de la synthèse du débat général d'avril 2005 sur l'avant-projet de la Constitution, après amendement de l'article 70, un deuxième alinéa de l'article 70 a été ajouté pour que le président de la République puisse rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu afin d'éviter les vides institutionnels à réfère à quel alinéa 2 de l'article 70 permet au président de la République d'arriver à faire mandat. D'abord, ils ont mal écrit cet alinéa 2. Vous pouvez prendre la Constitution, nulle part on a fait allusion à un vide institutionnel. Donc j'observe que la Cour constitutionnelle a ignoré superbement l'article 73. La Cour constitutionnelle a ignoré l'article 70 alinéa 1er. Que dit l'article 70 alinéa 1er? Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc, nous sommes à l'article 73, le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Oui. Et quand nous arrivons à l'article 220, on vous dit le nombre et la durée du mandat du président de la République sont intangibles, c'est-à-dire verrouillés. Personne ne peut y toucher, y compris la Cour constitutionnelle. Mais de quel droit la Cour constitutionnelle et dans quelle disposition de la Constitution s'est-elle donné la mission de prolonger le mandat du président de la République? Oui, mais ça, je suis encore gentil. D'accord. Quand vous dites prolonger et que les élections après 1 an, 2 ans, non, vous êtes gentil. Ici, la Cour constitutionnelle, quand elle part du principe de continuité de pouvoir, elle fait une confusion malheureuse. Parce que l'article 69 de la Constitution dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Oui. Et de la continuité des affaires de l'État. Il en assure l'arbitrage. Ça veut dire quoi? J'étais président de l'Assemblée nationale. Nous avons l'espace qu'on appelle l'espace interinstitutionnel. Le président de la République a l'occasion à ce moment-là d'être en face du président du Sénat, de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, la Cour et Cour militaire, bref, tous les chefs de corps, pour que le président puisse s'assurer régulièrement que chaque institution fonctionne dans le respect de la Constitution, des lois du pays, et que ces institutions répondent aux attentes du peuple congolais, les seuls souverains pour lesquels nous travaillons. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis de l'eau dans tel coin du pays, ce n'est pas fait. Vous avez promis de mettre fin aux tueries de Béni, mais ça continue. Monsieur le Premier ministre, donnez-moi votre démission. On va en parler. Attendez un instant. La tuerie de Béni, on va en parler. C'est ça un président de la République qui est à sa place. Messieurs de la CENI, la Constitution vous oblige. Moi, j'ai été investi, j'ai prêté serment, c'est l'article 74, d'observer, de respecter la Constitution et les lois de la République, devant la nation et Dieu. Messieurs, vous n'avez pas organisé les élections provinciales, alors que les candidatures étaient déjà déposées, et je vois que vous êtes dans un... Vous allez droit au mur, et vous risquez de ne pas organiser l'élection présidentielle qui est contraignante au terme de l'article 73 de la Constitution. Vous-même, la CENI, vous avez déjà donné un calendrier pour le 27 novembre. Démontrez au peuple congolais votre volonté d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui manque? Le Premier ministre ne vous a pas donné de l'argent? Il se retourne du côté du Premier ministre. Le budget est voté par l'Assemblée chaque année, 200 millions depuis 2012. Où est passé cet argent? Si ça a été détourné, on arrête ceux qui ont détourné. Mais si le président de la République ne dit rien, je suis peiné de conclure que c'est une machination bien orchestrée au sommet de l'État pour retarder. Donc, au fait, là où la Cour parle de la continuité des affaires de l'État, son arrêt donne au président l'éternité à la tête de l'État. Ça signifie qu'après le 19 décembre 2016 à minuit, pour la Cour constitutionnelle, le président actuellement en fonction va rester jusqu'au jour où il va se réveiller en disant « Maintenant, je crois que je peux partir ». Il organise l'élection, il parle. C'est très important, ne me coupez pas. Le président actuel aura 45 ans le 4 juin, pour ceux qui ne le savent pas. Dans 10 ans, il aura 65 ans. Dans 55 ans. Dans 20 ans, il aura 65 ans. Dans 30 ans, il aura 75 ans. Dans 40 ans, il aura 85 ans. Donc plus jeune que Kengo, plus jeune que Gizenga, qui vivent encore plus jeune qu'Abdoulaye Wade. Dans 50 ans, il aura l'âge d'Abdoulaye Wade et de Mugabe. Donc, on est en train de nous dire que nous
Nos enfants deviendront grands-pères, nous ne serons plus là. C'est à ce moment-là qu'il y aura alternance dans ces pays. On se moque de qui? Nous sommes un peuple digne, un grand peuple debout. Et le 26 mai, vous allez voir que ce peuple va s'exprimer conformément aux prescrits de la Constitution de l'article 64. Le peuple n'appartient pas seulement à l'opposition, le peuple appartient aussi à la majorité. Mais je voulais savoir un peu... Non, il ne faut pas aller trop vite comme ça. Vous induisez les gens de l'heure. Non, votre nous faisons notre rôle comme journaliste. Ouais. Je vous donne la Constitution, lisez-moi l'article 64. Chaque citoyen congolais a l'obligation de faire échec à tout individu, au groupe d'individus. Qui veut exercer de la même manière que l'opposition cherche. Mais que je termine. D'accord. Ou bien vous allez répondre à ma place et puis moi je rentre à la maison. Donc donc vous m'avez appelé parce que vous pensiez que j'allais répondre aux questions et que les auditeurs nous suivent. Alors donc laissez que les auditeurs nous suivent. D'accord. Monsieur Lambert Mende ne vous fera rien. N'ayez pas peur, vous avez peur pourquoi? Non. L'ANR ne vous fera rien. Nous sommes. J'ai joué aussi mon rôle de journaliste. Oui, je vais vous rassurer que je vais rester dans les textes. Moi, je suis un responsable. J'ai été président de l'Assemblée nationale. D'accord. Je ne peux pas venir passer à la radio pour allumer le feu dans le pays. D'accord. L'article 64 est clair. Oui. Alinéa premier, on fait échec à tout individu qui veut exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Ouais. C'est ce que la Cour vient de donner au président actuellement en fonction et aux gens de la majorité. Alinéa deuxième, à toute personne ou groupe d'individus qui veulent accéder au pouvoir par la force. Donc, nous ne disons pas seulement que les gens qui sont au pouvoir, même nous de l'opposition et de la société civile, tout le monde est concerné. Si vous voulez aller détrôner Kabila par la force, un coup de force, vous tombez sous le coup de l'article 74 aussi. Mais 64, mais on donne l'obligation au peuple congolais, quand le peuple le remarque, de l'exprimer. Et la loi sur les manifestations publiques permet à ce peuple de sortir avec des rameaux. Le 26 mai, ce peuple sortira pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que le peuple doit savoir qu'aujourd'hui, c'est son destin qui est en train de se jouer. Je voudrais dire aussi, l'article 28 de la Constitution dit que tout ordre manifestement illégal, il faut l'ignorer. Il ne faut pas l'appliquer pour dire non, nous de la Cour constitutionnelle, on nous a forcé. Non, monsieur. Mais pourquoi on pas n'avait qu'à démissionner. L'article 168 de la Constitution est très clair. Alinéa 2. Tout acte contraire à la Constitution, y compris l'acte posé par la Cour constitutionnelle, qui est un acte juridique, est réputé nul et de nul effet. Donc, conclusion. La Cour constitutionnelle s'est disqualifiée. Et la Cour constitutionnelle, on peut l'assimiler dans un acte de crime de haute trahison. Cette Cour, après avoir fait la bourde des commissaires spéciaux, un grade qui n'existe pas, un titre qui n'existe pas dans notre nomenclature constitutionnelle, vient de nous inventer autre chose. Moi, il ne restait plus que cette Cour puisse nous dire que après le 19 décembre 2016, on va nommer un commissaire général à la tête du pays ou un commissaire spécial général à la tête du pays. On est en train de se moquer de qui? Après 56 ans de dépenses, s'il vous plaît, lisez l'histoire de ce pays. Ce sont les hommes, quand ils ignorent les lois du pays et les institutions, nous tombons dans l'arbitraire. C'est pourquoi le président Obama à Accra avait dit l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, il a besoin des institutions fortes et qui respectent les lois du pays. Et à Washington, il avait dit au chef d'État africain, dans une ironie qui lui est propre, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous, les chefs d'État africains, après avoir détourné l'argent dans votre pays, vous le logez à l'étranger, mais vous continuez quand même à demeurer au pouvoir jusqu'à ce que vous vous fatiguiez. Il faut comprendre que l'alternance au pouvoir vous donne une ouverture à une vie meilleure. Moi, Obama, je vais partir et je serai utile à mon pays. C'est ce que nous souhaitons au président actuellement en fonction. Il aura 45 ans le 4 juin. Quelle bénédiction après avoir gouverné le pays pendant 15 ans. Le conseil à lui donner, c'est qu'il écoute la voix de Dieu qui passe par la voix du peuple. Et qu'il parte et nous allons avec les autres gouverner ce pays au modèle, puisqu'aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à tout le monde, suivant le modèle de Jésus-Christ. Humilité, intérioriser les aspirations du peuple et les canaliser, porter la croix. Il ne faut pas fêter quand vous devenez président de la République ou ministre ou député. Vous devez vous interroger 1000 fois, est-ce que je serai capable? Que veut mon peuple? Est-ce que je vais le faire? Il ne faut pas venir
pour vous-même. Il faut savoir que vous allez là-bas, monsieur, c'est un chemin de la croix. Vous avez l'obligation de résultat. La redevabilité, c'est à travers l'Assemblée nationale. La redevabilité, c'est à travers les assemblées provinciales et au niveau des chefferies. Voilà un pays qui fonctionne normalement dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Pas un président qui est à la fois président de la Cour constitutionnelle, à la fois président du Sénat, à la fois président de l'Assemblée nationale, et pour lequel, quand il tousse, toutes les institutions éternuent. J'ai dit non. Mais pourquoi? Et puis pour que les gens nous comprennent très bien, Oui. dans ces pays, on avait dit aux gens, bon, allons aux concertations. Nous avons dit non. Et puis finalement, on a amené les résolutions de concertation à l'Assemblée nationale, au Sénat. Le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec leurs chambres respectives, devaient être les garde-fous de l'application des résultats des concertations. Le président a croisé les bras pendant 13 mois pour reconduire les mêmes premiers ministres. Il a croisé les bras jusqu'aujourd'hui et les prisonniers d'opinion et politiques sont toujours en prison et le nombre a augmenté. Mais nous sommes dans quel pays? Les radios et télévisions fermées sont toujours fermées. On a dédoublé au contraire les partis. Les MSR est dédoublé. L'ARC est dédoublé. Les MLC de Jean-Pierre Bemba est dédoublé. Mais ça, c'est pas le problème du pouvoir. C'est d'abord les députés qui sont là, ils n'ont pas d'air moral. Ne me poussez pas à dire que au niveau de nos journalistes, vous ne lisez pas les lois du pays. Nul n'est censé ignorer les lois. Mais la loi, si les partis politiques est claire. Depuis vous avez suivi le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, il a refusé qu'il n'a jamais signé un document pareil. Attendez, et vous le croyez? Mais s'il n'a jamais signé et que nous voyons le siège de MLCL et poser des actions, et le MLCL, sur la liste qui avait été communiquée à la CENI, a déposé aussi ses candidats pour les provinciales. Et vous croyez? Vous ne menez pas des investigations en tant que journaliste. Il est dit dans la loi, après Sun City, plus aucun autre parti ne peut porter les labels ni le nom d'un parti existant. Donc fini IDPS machin, fini Imperbis, fini ceci. Non, c'était pour éviter la confusion, pour que les électeurs, au moment d'aller choisir les dirigeants, ils savent, celui-là, il vient réellement du MLC. Celui-là vient réellement de l'INAFEC. Celui-là vient réellement de l'INADEF. Il vient réellement de CEDER. Voilà. Et donc nous sommes dans un pays où nous allons d'imposture en imposture. Et c'est très grave. Le pays est géré selon les humeurs des individus qui nous gouvernent à tous les niveaux, que ce soit pas seulement le président de la République. Et je crois que ce sont ces ministres spécialistes des droits constitutionnels et d'autres. Bon, celui-là, je peux peut-être dire que lui, il avait proposé son livre, sa démarche était claire. Elle est même moins grave que la démarche de la Cour constitutionnelle, entre l'inanition de l'État et la révision constitutionnelle. Déjà, on avait combattu ça, sérieusement. Maintenant, la Cour constitutionnelle croit que nous avons refusé le référendum, c'est-à-dire comme ça a été fait au Congo. Que proposez-vous concrètement, vous, de l'opposition? Je vais le dire, mais il faut que le peuple comprenne la gravité de ce que la Cour constitutionnelle vient de faire. Au Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso a amené les gens au dialogue. Il a fait les référendums. Mais si vous refusez le dialogue, vous refusez, vous, de l'opposition, précisément des dynamiques. C'est notre droit, mais les autres ont accepté. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le dialogue? Nous avons dit que s'ils aboutissent, et moi, Vital Kamerhe, je serai le premier, pour autant que l'accord auquel ils vont parvenir arrange le peuple congolais, je serai le premier à dire mea culpa, je vais signer, qu'il commence. Je suis un saint Thomas, mais je sais, j'avais donné conseil à notre aîné Etienne Tshisekedi, père de la démocratie congolaise. Je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il nous a rejoints. J'ai dit, faites attention, en face de vous, vous êtes un monsieur, vous respectez votre parole, mais en face de vous, vous avez des gens qui n'ont qu'un seul agenda. Vous roulez dans la farine pour légitimer une démarche de continuité éternelle au pouvoir de ceux qui sont. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire encore le dialogue parce que la Cour vient de... Merci beaucoup. Là, pour une fois, vous êtes professionnel. Vous êtes professionnel. Merci beaucoup. Je le suis. Le dialogue est sans objet aujourd'hui et j'ai raison. Pourquoi? Pour des raisons. La première raison, la CENI a déjà donné le calendrier d'enrôlement. On vous donne un calendrier d'enrôlement qui va jusqu'au mois de juin 2017. Et on vous dit, Edem Kodjo arrive pour consulter la classe politique. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est une blague. Il y a déjà l'enrôlement qui est lancé jusqu'en 2017. Mais nous allons faire des dialogues. Pour nous, nous avons dit les dialogues qui respectent les délais constitutionnels
et avec des panélistes. C'est ce qu'on avait dit à l'époque, mais aujourd'hui c'est sans objet. Nous ajoutons, quand la Cour constitutionnelle donne un acte, un arrêt de glissement et de pouvoir éternel au président actuellement en fonction, nous disons c'est qu'ils vont aller au dialogue. Si dialogue il y a, puisque ça devient sans objet, ça sera uniquement pour aller recevoir leur butin, c'est-à-dire des ministères, pour soutenir au fait ces coups d'État constitutionnels. Et nous disons, aujourd'hui, ils nous suivent. Ceux qui vont aller au dialogue, ils seront assimilables aussi et ils seront accusés de complicité pour ces quelque part, c'est leur droit. C'est leur droit. Vous ne pouvez pas les interdire. Vous n'avez pas le droit de trahir la nation. C'est hors de question. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, l'acte de la Cour constitutionnelle, c'est un acte de trahison. Parlons un peu de l'organisation de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, vous aviez, il y a de cela quelques jours, parlé qu'on ne pouvait pas aller tous en désordre, vous devez vous mettre ensemble, parce qu'à travers G7 et d'autres organisations, ils avaient retenu Moïse comme leur candidat. Vous aviez dit que ce n'est pas le moment, mais aujourd'hui, au niveau de l'opposition dynamique et les autres... Je n'ai pas dit que ça, j'avais ajouté la raison. Oui. Pourquoi je n'avais pas dit que ce n'était pas le moment? C'est à vous à répondre. Non. Puisque vous avez suivi, il faut répéter, puisque vous induisez les gens en erreur parfois. J'avais dit que ce n'était pas le moment. Pourquoi? J'avais dit que ce n'était pas le moment. Pourquoi? C'est moi qui pose des questions, c'est pas... je vais répondre maintenant. D'accord. Nous, la dynamique de l'opposition, nous combattons depuis 2011. Nous avons essayé de construire ces rassemblements de l'opposition dans la douleur. C'est en 2014 que ça a commencé à prendre sérieusement et pour que, pour la première fois, nous fassions une action de grande envergure en janvier 2015. À ce moment-là, le G7 n'existait pas. Donc, c'est l'union qui fait la force, c'est le rassemblement qui fait la force. En face du pouvoir, il faut un rapport de force. C'est le seul langage que ceux du pouvoir entendent. Je connais très bien, je viens de là, je connais ces gens-là. S'il n'y a pas de rapport de force, ils vont avancer et ils sont sans pudeur. De quelle force parlez-vous? De quelle force parlez-vous? Le rapport de force, c'est-à-dire, nous sommes tous devant le peuple congolais et nous devons montrer de quel côté se trouve le peuple congolais. En janvier, le peuple congolais a montré qu'il est derrière les leaders de l'opposition politique. Et c'était très clair. Ils ont usé des armes à feu, de la bombe lacrymogène. Et aujourd'hui, l'affaire de la Cour constitutionnelle ressemble au projet de loi qui conditionnait la tenue des élections à l'organisation de recensement et qui avait déjà été voté, beaucoup de gens oublient, à l'Assemblée nationale. Arrivé au Sénat, nous avons dit passage en force, non. Peuple congolais, réveillez-vous. On a redéfini les stratégies, nous-mêmes devant, nous on a été enfermés dans notre siège avec l'honorable Mouyambo, aujourd'hui en prison et malade. Et nous avons dit, non, peuple, si vous restez, le pays est parti. Et le peuple a résisté pendant 4 jours. Et c'est en Lingala que le président du Sénat a dit non, Makambo Aboye te, et que ça les maté. Et puis finalement, le président de la République s'est ravisé, alors que son homologue angolais était ici, Dos Santos, pour dire à Obé Minakou, non, passez vite. Conférence de presse, puisque nous sommes souvent extravertis dans ces pays, on croit que c'est la presse internationale, que les gens suivent à Beni, ou à Kasumbalesa, ou à Ngandajika, ou à Mwanda. Et puis, bon, finalement, il a parlé en Lingala à la presse nationale pour dire non, Bovanda Kimia, donc, le qu'on a to Bendi Yango, alinéa 8, ils allaient sous-sauter, l'article 8, alinéa 3, ils allaient sous-sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont dit non, que le peuple continue à marcher le lundi. Moi, je suis passé pour dire non, nous devons être aussi des leaders responsables. Puisque notre combat, c'était d'empêcher qu'on puisse adopter cette loi. Nous avons gagné la bataille, ce n'est pas encore la guerre. Restez en éveil permanent. Lundi, reprenez vos activités normalement. Je remercie le peuple congolais d'avoir suivi mon mot d'ordre. Je l'ai dit avec beaucoup de modestie, mais c'est ça la réalité. Le son des différentes radios nationales et internationales et les images de télévision sont là pour les certifier. Nous avons dit avant d'aller en Europe il y a 3 semaines, attention, il y a un arrêt à la Cour suprême. La majorité a posé une question. Vous pensez que cette Cour suprême, qui nous a déjà fait le coup avec l'histoire des commissaires spéciaux, va dire non à la majorité présidentielle? Commençons maintenant
puisque gouverner, c'est prévoir. Il n'y a pas meilleure défense que l'attaque. Attaquons maintenant. Mais je suis un démocrate. Si tout le monde ne suit pas, on y va. Mais maintenant, il n'est jamais trop tard pour faire. La Cour vient de dire que le président actuel va continuer sans élection au-delà du 19 décembre 2016. C'est très grave. Le peuple congolais doit se lever comme un seul homme si l'ensemble du territoire national, rameau à la main, pour marcher sans provoquer les policiers, sans casser quoi que ce soit, pour dire sa colère et dire non, cet arrêt-là est nul et de nul effet, conformément à l'article 168 alinéa 2 de la Constitution. Je reste dans la Constitution. Maintenant, opposition. J'ai dit oui, l'opposition aussi c'est la dialectique, c'est la démocratie. Kamere donne une idée, Katumbi donne son idée, tel autre donne son idée, mais nous devons nous accepter mutuellement. Mais aujourd'hui, il me semble que les faits nous donnent raison, que nous n'avions pas encore abattu les gibiers, nous n'avons pas encore eu le calendrier électoral. La preuve est que Kabila, le président de la République, aujourd'hui, avec tout son pouvoir, est en train de passer en force au niveau de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, et je le condamne fermement, Lubumbashi est transformé dans une sorte de chasse contre les populations, les gens qui viennent soutenir. Mais on n'a jamais entendu votre mot de compassion par rapport à ce qui se passe à Lubumbashi vis-à-vis des... Mais vous m'étonnez beaucoup. Vous m'étonnez beaucoup. Donc vous attendiez de moi que j'écris ça chaque jour. Parce que les gens disent que votre relation avec Moïse... Non, ça, ce sont les gens de la majorité qui veulent diviser pour mieux régner. Les premiers mots, je vais vous laisser un exemplaire. Il faut les lire à haute voix sur Radio Elikia. C'était le mot de l'INC. Il était très fort. L'INC a condamné les actes posés à Lubumbashi et l'INC a dit qu'il va même appeler le peuple à faire usage de l'article 64. L'INC n'a pas été suivi. Quand le G7 a fait sa déclaration, le G7 devait emboîter l'INC qui avait mis la barre très haut. Le G7 a condamné, mais dans sa chute, le G7 a dit que nous faisons appel à une enquête internationale. Et nous devons faire quoi à ce moment-là? Maintenant, nous nous sommes ressaisis tous, nous nous sommes concertés et on a fait une déclaration commune au siège de FONUS avec les G7, à la fois pour rejeter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais aussi pour lancer le message au peuple, l'appel au peuple pour le 26 mai, et enfin pour condamner ce qui se passe au Katanga, Lubumbashi et ailleurs contre les acteurs politiques qui doivent s'exprimer librement. Oui, M. Vital Kamerhe, le sujet est très important. Vous aviez proposé à l'époque le dialogue de leaders de l'Est par rapport à la situation qui se passe à Béni. Mais aujourd'hui, vous ne parlez plus de ça et les gens de Béni continuent à mourir. J'avais proposé des choses. Gouverner, c'est prévoir. J'avais dit, pour mettre fin à l'insécurité récurrente à l'est de la République démocratique du Congo, il fallait déployer dans le Nord Kivu. C'est mon plan de sortie de crise depuis l'Assemblée nationale, exactement. Il vous a valu un problème. Voilà. J'ai commencé d'abord le 30 juin 2007 à sortir un premier plan. J'ai sorti le deuxième plan le 25 mars 2008. Et puis le Conseil de sécurité l'avait entériné, notre gouvernement l'avait accepté. Et quand certaines personnes dans l'entourage du président de la République ont cru que je le faisais pour ma seule gloire, alors que ma seule obsession était de voir mon peuple, notre peuple, vivre en paix, dans un espace sécurisé. Ils ont cru que bon, ça va profiter à Kamerhe. Voilà ce qui tue les opposants et les gens du pouvoir. Nous tous, il n'y a pas des anges d'un côté et les diables de l'autre côté. Nous devons tous changer. Parce que chacun, quand il pose un acte, il voit d'abord les retombées personnelles. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je vois d'abord les retombées pour le peuple pour lesquels nous sommes des serviteurs. J'avais dit force de type Artemis à l'Est. Et j'avais ajouté, quand on a sorti l'accord avec les CNDP et puis avec le Rwanda, j'ai dit les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je ne vois pas avec nos militaires abandonnés, qui ne sont pas encadrés, ils ne sont pas nourris, ils sont payés presque le salaire de misère, avec les militaires rwandais qui viendront bien habillés avec leur salaire et leurs rations ensemble. Et puis il ne faut pas oublier les antécédents historiques. Il y a eu les génocides au Rwanda, il y a eu la confrontation entre les Hutus et les Tutsis. Est-ce qu'il n'y aura pas danger
que cela se transpose sur notre pays. Et j'avais ajouté, comment feront-ils pour distinguer les Hutus, qui est Muntu, qui ressemble à tous les autres Congolais, des Congolais qui n'ont pas fait la guerre? J'ai ajouté encore, la résolution du Conseil de sécurité oblige toute force qui veut mener des opérations dans un espace donné de prendre des mesures et les communiquer aux Nations Unies pour la protection des populations civiles. Ça n'a été fait. Je n'étais pas prophète. Ils ont fait Umoja Wetu, ils ont fait, Kimia 1, Kimia 2, Sokola. Aujourd'hui, ils parlent de Usalama. D'opération en opération sans résultat. Depuis qu'on a fait Usalama, 47 personnes dans une semaine sont tuées. Aujourd'hui, dans la nuit d'aujourd'hui, vous ne le savez pas, à un endroit qu'on appelle Katabei, puisque mes oreilles, c'est sur l'ensemble du territoire national, et aujourd'hui particulièrement à Béni. Je suis béni aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis le Grand Nord. 2 personnes ont été tuées à la place qu'on appelle Katabei. Donc ça continue malgré cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai réuni à leur demande, et je les remercie, les leaders Hutu et Nandé, pour montrer que dans ce qui est en train de se profiler entre les Hutus et les Nandé, nous allons vers un véritable génocide. Et que la victoire collective vaut mieux que des règlements de comptes individuels. Et ils ont fait les diagnostics, ils ont fait des propositions. 1. Renforcement de l'autorité de l'État. 2. Remplacer tous les militaires et policiers autochtones qui sont là-bas par les autres provenant d'autres régions. 3. Il faut sanctionner, juger les gens sur place et les sanctionner pour dissuader les autres à ne pas le faire. 4. Encadrer les retours des populations éparpillées ça et là, en dehors de leur village, pour que nul ne puisse empêcher aux Congolais de circuler librement sur son territoire. 5. Faire la différence, c'est-à-dire extirper des déplacés de guerre, les réfugiés venant des pays voisins, pour éviter des actes d'infiltration. Et il y a eu beaucoup de propositions. Nous avons vu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui a dit qu'une opération va incessamment commencer. C'est le Salama qui vient de commencer. C'est le fruit, et je l'ai dit modestement, de ces travaux que nous avons fait avec les... Est-ce que vous êtes associé? Vous êtes associé à ça? Moi, je ne gère pas. Moi, j'ai fait des propositions. Mais vous êtes un leader du coin. On vous a vu rencontrer... je suis en train de vous dire, je suis au courant de cela. Mais je vais vous donner mon point de vue par rapport à cela. OK? Oui. Alors, cette opération Usalama, sa faiblesse, c'est quoi? La collaboration avec la brigade spéciale de la MONUSCO reste faible. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du gouvernement pour que cette collaboration, dans la conception de plans d'attaque, d'éradication des groupes armés, dans l'exécution, dans l'encadrement des militaires, dans leur choix, parce qu'on doit choisir des unités bien aguerries, est-ce que c'est fait? Ce n'est pas fait. Je voudrais ajouter que la complicité FRDC, brigade spéciale, en 2 jours a mis en déroute le M23. Tout le monde a salué cela. Mamadou Ndala, dont nous pleurons aujourd'hui encore la perte. Le général Baouma, nous le pleurons aujourd'hui. Et avant eux, le général Mbouza Mabé qui avait libéré la ville de Bukavu, nous le pleurons aujourd'hui. C'est curieux que tous ceux qui ont fait des hauts faits d'armes meurent. Qui les tue? Qui sont les chefs des gangs à l'Est? Puisque pour Al-Qaïda, nous savions que c'était Ben Laden, maintenant il y a eu ses successeurs. Mais ce qui se passe là-bas, quand on voit comment on tue les gens, on prend des photos professionnelles. Qui prennent ces photos-là? L'objectif, c'est quoi? C'est pour faire peur à nos populations. Et quand notre gouvernement ajoute que nous quittez vos villages pour venir vous regrouper dans les grands centres, mais ces villages-là, on va les laisser à qui en attendant? Quand le gouverneur du Nord Kivu vous dit, après que l'opposition a annoncé, puisque nous allons à Béni la semaine prochaine, un leader doit accepter d'aller affronter les dangers là où se trouve la population. Et vous savez que je l'avais fait à la fin de la guerre contre l'RCD. On m'avait empêché d'atterrir et j'ai dit qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais atterrir. J'ai atterri à Bukavu. Et vous avez vu, j'ai atterri à Goma, j'ai fait Béni Butembo, j'ai vu Mboussa Nyamwisi à Béni qui m'avait accueilli, j'ai vu Jean-Pierre Bemba à Badolite, j'ai vu Roger Lumbala à Daishiro, j'ai fait Mbumbashi où j'avais été accueilli par Moïse Katumbi. Non, c'était avant lui, il y avait un gouverneur. Et puis j'ai fait les Kasaï oriental, Kasaï occidental pour la caravane de la paix. Donc nous allons dans le Nord Kivu. Et avant cela, nous avions déjà fait cette proposition d'aller dans le Nord Kivu. La date était connue.
Quand nous avons donné la date, on dit non, non. Le président de la République a décidé finalement de venir aussi ici. Mais pendant tout ce temps, on tuait. Pourquoi il ne venait pas pendant 8 mois? Ok, très bien. Et j'ai envoyé un message. Nous sommes prêts, nous, leaders de l'opposition, ceux qui le veulent au moins, et de la société civile, monsieur le président. Retrouvons-nous à Béni avec vous. Faisons des concertations, des pourparlers, des dialogues pour que vos gens et que la population et nous puissions nous imprégner des causes qui tuent à Béni et que nous puissions ensemble envisager des solutions idoines qui vont mettre fin à cette situation qui endeuille nos populations chaque jour. Donc aujourd'hui, nous disons, au Salama, ce n'est pas encore la solution. Je réitère, comme l'a dit la société civile du Grand Nord, le déploiement d'une force de type Artemis, à défaut de renforcer la brigade spéciale. 2. Il faut qu'on change toutes ces unités qui sont là pour les remplacer par les unités provenant d'autres provinces. 3. Il faut, au regard des différents rapports des Nations Unies, de la société civile sur place et des députés nationaux qui étaient partis là-bas, qu'on puisse lancer des mandats, comme on vient de le faire, contre un général, qu'on puisse lancer les mandats contre les autres complicités qui ont été décelées. Là où il n'y a pas de justice, il y aura toujours le désordre et les gens vont répéter éternellement les mêmes actes de massacre. Ils massacrent pourquoi? Puisqu'ils massacrent les populations démunies. Mais l'objectif, ce n'est pas aller prendre les biens pour s'enrichir. L'objectif, c'est de dépeupler, faire peur. Mais c'est pourquoi, et nous devons comprendre cela, nous allons sur place que la population nous dise qu'est-ce qu'elle pense. Et elle voit qui. J'ai toujours attiré l'attention de la communauté internationale. La RDC, puisque vous parlez de la communauté internationale, MONUSCO qui est sur place là-bas, quelque part aussi la société civile regrette la manière dont la MONUSCO abandonne la population. La société civile a raison, mais je voudrais dire, nul ne peut faire votre bonheur contre votre propre gré. Nous ne sommes pas un pays sous administration des Nations Unies. Nous sommes un pays avec un gouvernement, avec des institutions de la République, avec une armée nationale, avec une police. Moi, je voudrais que l'on puisse davantage responsabiliser les autorités congolaises et les institutions chargées de la sécurité et de l'ordre public. C'est à ce prix-là que nous allons pousser les autorités à faire un travail. Je voudrais aussi dire, les gens qui administrent le Grand Nord, on doit revoir rapidement, puisque nous sentons des complicités en interne. Et que les populations, à travers la CENI peut organiser, puisqu'elle avait fait pour certaines circonscriptions électorales, mais peut organiser de façon spéciale les élections du gouverneur du Grand Nord et des autres entités, pour que la population elle-même, connaissant les uns les autres, puisse choisir les gens qui vont administrer cette période où nous devons tous mettre la main à la pâte pour mettre fin à cette tuerie. Donc je ne dis pas que nous allons laisser les dossiers au gouvernement seul. Nous ne partons pas à Béni pour aller dire à la population nous avons triomphé, nous avons dit c'est arrivé. Non, nous partons à Béni pour pleurer, dire le mot de compassion, écouter la population, nous enquérir de la situation, parler avec les autorités civiles et militaires et judiciaires pour qu'en rentrant à Kinshasa, nous fassions le tour. Nous allons le proposer à nos amis de l'opposition. Nous devons nous surpasser. Les gens qui gouvernent, c'est ceux qui sont au pouvoir. Nous devons le voir avec ce que nous allons ramener là-bas pour dire, messieurs, voici ce que la population attend de vous. Il fait des routes. Vous associez aussi le leader de l'opposition d'autres provinces, parce que l'affaire nationale, quand vous préparez votre départ à Béni, vous avez déjà contacté d'autres amis de l'opposition, d'autres provinces, pour que ça puisse donner une dimension nationale. Je voudrais saluer ici le président Olengankoy de Fonus. Bien sûr, j'avais réuni les Nandé et les Hutus. Bien sûr, j'ai beaucoup parlé du Grand Nord. Bien sûr, le premier voyage, je l'avais proposé. Bien sûr, j'avais déjà proposé une descente sur le terrain, mais il faut reconnaître à César ce qui est à César. Le président Olengankoy a dit non, trop c'est trop, nous devons aller à Béni. Venant d'un leader d'une autre province, ça enlève le côté sentimental qu'on me prêtait, et j'ai dit merci. Et le modérateur aujourd'hui de la dynamique de l'opposition s'appelle Honorable Puela, qui a commencé depuis hier à contacter tous les leaders pour qu'on fixe la date. Est-ce que c'est mercredi? Est-ce que c'est jeudi? Et moi, je suis chargé de contacter la MONUSCO
pour qu'on puisse nous aider de faire la jonction entre Goma et Beni. À défaut, nous allons louer un aéronef sur place qui va nous amener là-bas. Comme la population s'est toujours déplacée, nous n'avons pas besoin d'une protection spéciale. Nous devons prendre les risques. Là où la population constamment vit des risques en risque. Voilà, c'est ça que nous devons faire. Est-ce que vous avez informé l'autorité sur place pour éviter de pareilles choses comme vous avez vécu la fois dernière? Vous avez des pensées et vous arrivez sur le terrain, on refuse que vous puissiez descendre. Mais ne vous en faites pas. Caméré n'est pas le genre de personnes qui se laissent intimider. Ils avaient dit que je ne pouvais pas aller à Beni, mais il faut regarder les images. Et je suis allé non seulement à Beni, je suis allé à Butembo, j'y ai passé la nuit. Je suis retourné à Beni, on m'a dit que je ne pouvais pas arriver à Bukavu parce qu'il y avait un déploiement de policiers et de militaires. Je suis allé à Bukavu, je suis allé de Kavumu jusqu'à la place de l'Indépendance et monté là-bas. À pied, c'est 37 km, monsieur. Nous avons atterri à 11h, nous sommes arrivés à cette place-là à 17h. Et vous avez vu la marée humaine qui a mis en déroute les forces de l'ordre, les militaires déguisés en civil, qui ont tiré à balles réelles. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Je suis tombé évanoui pendant 15 secondes, mais moi j'ai une force que le bon Dieu me prête. Et quand on a la conviction, on puise dans le subconscient. Je me suis dit non, je dois me relever. Je me suis relevé et j'ai marché dans toute la ville. Nous avons, sans le dire, administré la province du Sud Kivu pendant 2 semaines, puisque le gouverneur était porté disparu. Je sortais chaque fois avec 500 motos et toute la population. Il n'y a aucune arme qui peut résister à la population. Je déplore les blessés, les morts de Bukavu, de mes collaborateurs, mais je ne peux pas en faire un fonds de commerce. Non, loin de là. Nous sommes des leaders politiques. Quand nous choisissons la politique, nous savons qu'il faut aller comme Simon Kimbangu jusqu'à la mort, quand il le faut. Mais moi, je ne voudrais pas être héros, je voudrais vaincre avec ce peuple. Il faut faire comme Lumumba, il est mort à 36 ans. Et qui sait où se trouve encore la famille de Lumumba aujourd'hui? Donc, il faut faire comme Étienne Tshisekedi. Malgré la DSP, Messie était debout, relégué dans des prisons, dans les Bas-Congo, à l'Équateur, chez lui. Étienne Tshisekedi dit non, Monsieur Mobutu, moi j'ai décidé de mourir pour le peuple congolais. Laurent Désiré Kabila arrive, il les relègue chez lui à Kabé, à Kamwanga, à Mupompa. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Pourquoi vous oubliez l'histoire? Étienne Tshisekedi dit non, je suis là et je vais continuer. Les fils arrivent et il a crié que les lions étaient morts. Kengwadondo me disait, Vital, si on vous dit dans cette pièce-là qu'il y a un lion qui est mort, tant que vous n'avez pas senti l'odeur, il ne faut pas entrer. Le lion est encore vivant. Alors, ceux qui croient qu'Étienne Tshisekedi est fatigué et qu'il n'a plus la capacité de soulever le peuple et de l'amener à la victoire, ils se trompent. Donc, les gens du pouvoir qui croient et qui, peut-être, je ne voudrais pas prêter d'intention, puisqu'ils n'aiment pas de procès d'intention, ils croient qu'il sera dans l'incapacité d'exercer, ils se trompent. C'est pourquoi moi, les histoires de candidature unique de l'opposition, c'est bien, mais en même temps, nous sommes en train de dire alors, donc Kabila sera en face de nous. Mais si Kabila n'est plus candidat, le débat, il devient le débat entre nous, de l'opposition, comme l'avait proposé le gouverneur Katumbi. On débat, on fait les primaires à la congolaise, les peuples tranchent et les amis de l'opposition. La vision et le projet qui sera accepté ou proche des attentes du peuple va passer. Mais ceci dit, je respecte ceux qui se sont déjà prononcés. Le gouverneur n'est pas le seul à s'être prononcé. Martin Fayulu s'est prononcé. Matungulu s'est prononcé. C'est leur droit. Je n'ai jamais dit non. Mais j'avais dit seulement, attention, moi je respecte les contrats de l'île de Gorée. Quand nous avons créé le Front citoyen, nous avons dit, premier objectif, avoir le calendrier électoral. Deuxième objectif, s'assurer qu'il y aura réellement alternance au pouvoir. Et après cette étape, les gens de la société civile ont dit, nous ne sommes pas des politiciens, nous allons vous laisser maintenant entre politiques discuter de vos candidatures respectives. Ils ont déjà parlé de leur candidature, les autres parleront de leur, le moment venu. Donc ce n'est pas un problème, ne cherchez pas à nous diviser. Je me résume, la Cour constitutionnelle, son acte c'est une imposture. Cet acte doit être rejeté par l'ensemble du peuple congolais. Et le peuple, le 26 mai, doit le manifester. Peuple congolais, vous devez savoir que personne ne viendra faire votre bonheur à votre place. Et nous, vos leaders, nous serons à la première ligne avec des rameaux à main. Ne provoquez personne, respectez les forces de l'ordre.
nous allons informer les autorités compétentes. Nous disons cet arrêt de la Cour suprême, c'est une révision, un référendum déguisé. Nous préférons de loin ce qui avait été fait au Congo-Brazzaville. Donc ici c'est pire que ce qui s'est passé ailleurs. Je voudrais aussi dire, ce n'est pas une continuité du pouvoir, c'est une éternité du pouvoir. Et je voulais démontrer au cours de cette émission. Je voudrais dire que l'opposition se porte mieux maintenant qu'il y a 20 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans. Puisque nous pouvons, dans la diversité, quand il s'agit de la cause nationale, vous avez vu, même les amis qui se trouvent à Lubumbashi, et ceux qui sont ici, et ceux qui sont dans la diaspora, nous avons tous rejeté l'arrêt de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Ça a ressoudé les liens entre l'IDPS, la dynamique et G7, alors que sur certaines questions concernant les dialogues, nous n'étions pas d'accord. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec nous que ces dialogues-là, c'est un piège, comme le disait Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous devons retenir que Béni doit passer avant toutes les priorités, puisqu'il s'agit de morts, il s'agit des populations congolaises. Allons-nous gouverner les morts ou les vivants? Nous devons nous battre pour que les vies à Béni soient préservées. Voilà les combats qui valent la peine. 2 combats aujourd'hui. Le premier combat, c'est Béni. Deuxième combat, rejeter l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour obliger les pouvoirs à nous donner un calendrier qui s'inscrit dans les délais constitutionnels. Les calendriers dans les délais constitutionnels. La CENI vient maintenant de lancer même le processus d'enrôlement. Il vient de tester le matériel. Je pense qu'après quelques jours, ils peuvent commencer avec l'enrôlement. Mais c'est comme si l'opposition a oublié le problème d'enrôlement. Maintenant, là, vous êtes seulement au problème de la Cour constitutionnelle. Et vous avez laissé la CENI évoluer seule ou comment? Parce qu'il a demandé que l'opposition envoie aussi des représentants pour voir comment on est en train de tester le matériel. Apparemment, c'est comme si que vous n'avez pas envoyé quelqu'un. Non, nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Nous sommes concertés avec les G7. Nous avons parlé avec Pierre Lumbi et les autres. Ils ont fait une proposition de calendrier qui s'inscrit dans les délais. Nous venons de les... Ils sont en train de l'actualiser. Nous ne sommes pas seulement une force d'opposition, nous sommes aussi une force de proposition. C'est ça l'opposition responsable. Nous avons été informés, et cela se vérifie, de la présence sur notre sol des experts internationaux des Nations Unies, de l'OIF, qui ont fait un travail excellent, qui ont déjà réussi à démontrer qu'on peut ramener le délai de 17 mois à 10 mois. C'est déjà une avancée significative. Et ils ont dit, il y a plusieurs hypothèses. Si nous allons aux élections avec les mêmes fichiers, nous pouvons faire les élections dans les délais en extirpant les morts, les doublons et en ajoutant les nouveaux majeurs. Ils ont dit, si nous voulons revoir totalement les fichiers électoraux, nous sommes au mois de janvier. Et moi, je pense que si les amis du pouvoir avaient réellement besoin, pas de dialogue, pour partager le pouvoir. C'est pourquoi nous avons tous inscrit notre démarche dans la CENI. Nous ne devons pas être les premiers à violer les institutions de la République. La CENI n'a rien à voir avec ses animateurs. La Cour constitutionnelle n'a rien à voir avec ses animateurs. Vous voyez, je prends toujours la précaution pour dire... D'où on trouve les membres de l'opposition. Tous ces cours... Dans quelle cour vous trouvez... Cour constitutionnelle, on ne veut pas citer les noms. Non. Et la CENI. Moi, je peux vous citer les noms. À partir du moment où le président Kengwa Dondo a envoyé ses délégués dans cette cour constitutionnelle, l'opposition ne s'est pas réunie, mais il cesse d'être de l'opposition. En même temps, il a les gens dans le gouvernement, au ministère des budgets et puis au ministère de la coopération. On ne peut pas être à la fois dans l'opposition et au pouvoir. Je le respecte beaucoup. Il a posé un acte inoubliable en janvier 2015, mais cela ne lui donne pas le droit de poser des actes qui affaiblissent l'opposition. Donc, nous le respectons, il a fait son choix, je ne l'ai jamais attaqué. Mais ne nous dites pas que les jours où nous allons parler de questions qui nous divisent, on va nous envoyer les gens qui sont aujourd'hui et qui soutiennent la démarche du pouvoir du côté de ceux qui disent cette démarche-là, c'est pour faire un complot contre la République. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je salue encore une fois, en plus du fait que j'avais dit que c'est une imposture, cet arrêt de la Cour suprême, une révision et un référendum déguisé. J'avais dit que la Cour est passible, les 9 juges, d'actes de haute trahison.
Je salue donc la sagesse du président Etienne Tshisekedi qui a dit qu'on puisse dissoudre la Cour constitutionnelle et la CENI. Donc vous voyez que tout est question de confiance. Et nous avons donc des voies de sortie de crise. Si vous avez le temps, on peut en parler. Je ne suis pas venu ici à la radio pour critiquer seulement. Si vous me posez la question, Monsieur Vital Kamerhe, vous serez à la place de Joseph Kabila, vous feriez quoi? Je vais vous répondre. Mais c'est moi qui pose les questions. Alors, si ça n'intéresse pas vos auditeurs, nous allons que nous pensons comme solution. Nous allons droit. Je vous accorde la parole. Nous allons droit vers la fin de l'émission. Mais nous avons le rubrique dans notre émission. Ça, je vous rappelle que dans 5 ans, cette émission sera encore rediffusée. Mais c'est Vital Kamerhe. Malgré nous sommes à la radio, mais l'expression est passable. Regardez les Congolais droit dans les yeux. Oui. Est-ce que demain ou après-demain, les Congolais te donnent l'opportunité de devenir président de la République? Qu'est-ce que tu vas faire pour ce pays? Et je vous rappelle encore, l'émission ici peut être rediffusée après 5 ans. Mais je vous remercie beaucoup. Ce que je vais faire, je connais déjà le problème du Congo et des Congolais. Donc je ne peux pas faire la politique sans vision et projet de société. Et pour le peuple congolais, la première chose, et vous savez, les choses doivent se faire de façon simultanée. Au même moment où je démarre la réforme pour la refondation de l'État, c'est-à-dire une armée républicaine, une police professionnelle, une justice alors équitable, pas des riches contre les pauvres, pas une justice des forts contre les faibles, une administration publique réhabilitée, efficiente et neutre, une diplomatie et une coopération de développement. Je vais voir les jeunes et les femmes qui représentent plus de 60% de cette population. Je vais voir les paysans qui sont dans mon projet de société. Je connais leurs problèmes d'emploi. Je vais les revaloriser. Je connais leurs problèmes de vécu quotidien. Et nous savons que pour résoudre tout cela, il faut d'abord combattre les antivaleurs. La corruption, la concussion, le népotisme, tous ces fanatismes, la déification des hommes politiques, être au service du peuple. Je vais donc chercher des secteurs clés, l'agriculture, l'énergie, l'environnement. Là, non seulement je vais donner du travail à tous les Congolais, même des gens d'autres pays viendront ici. Inga, le fleuve Congo, c'est 4776 km. Inga, 44 000 mégawatts. Et le reste, si vous prenez dans toutes les provinces, nous avons plus de 100 000 mégawatts. Donc le Congo, c'est une opportunité, une chance pour les Congolais d'abord et pour l'humanité. On va produire à manger, on va donner l'eau et l'électricité, on va construire les routes. Ce pays est riche parce qu'il produit malheureusement les milliardaires, les riches, mais en même temps qu'il accentue la pauvreté de 99% de la population. Je vais combattre ces paradoxes-là où les gens viennent au pouvoir pour se remplir les poches. Ils doivent comprendre qu'avec Kamerhe et son équipe, vous devez être au service du peuple. Et je serai le premier à me sanctionner. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous voyez, au Brésil, j'ai toujours parlé de Lula. Il n'a pas détourné. On n'a pas de maquillage de chiffres. Laissez-moi terminer. On n'a pas de maquillage de chiffres. Dilma Rousseff, on vient de démontrer, c'est la seule qui n'a pas reçu l'argent de Petrogaz. Mais pour avoir maquillé les chiffres, elle a été démise de ses fonctions. Si je me trouve dans une situation comme celle-là, je vais quitter mes fonctions. Et alors tout le monde comprendra que si la tête prend les précautions de rester dans le droit chemin, prêché par l'exemplarité, je vais punir mes collaborateurs, les Billy, les Maître Maillot, tous ceux que vous connaissez. C'est lui qui touche et il est là-dedans, il est sanctionné. Si on me voit moi aujourd'hui sanctionner Maître Maillot, ou bien Ewanga, ou je sanctionne Kangoudia, ou Billy, mais les autres ils vont se dire, ah, s'il a sanctionné cela, donc nous, il va nous écraser. Donc voilà comment les choses se passent. Là on parle de la bonne gouvernance, c'est la sanction. Il faut réhabiliter la sanction. Maintenant, le leadership, c'est le leadership rassembleur. Ce n'est pas un Kamerhe seul, non, c'est une équipe comme l'équipe de football. Nous travaillons ensemble et on se concerte tout le temps. Nous sommes dans la locomotive, mais il y a les wagons. Il faut que la locomotive soit suffisamment sophistiquée, à la pointe de la technologie pour tracter les wagons. Et pour cela, il faut qu'il y ait une communication entre la locomotive et les wagons, puisque la locomotive ne servirait à rien si ce n'est pas pour amener les wagons à destination, c'est-à-dire amener le peuple congolais au rendez-vous avec l'espérance. En 10 ans, nous allons mettre le Congo au même niveau que le Brésil. L'Afrique, c'est 33 300 km². L'Afrique, nous avons 90% de
tous les minéraux qui datent chrome, cobalt, machin. L'Afrique, c'est le pétrole 20%. L'Afrique, c'est l'uranium 15%. L'Afrique, c'est le fer. L'Afrique, c'est tout ça. Et le Congo au cœur de l'Afrique. Comme l'a dit France Fanon, c'est l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette est placée au Congo. Le maréchal Mobutu l'avait dit en 1973 à New York, il faut le restituer l'expression. Mais cette Afrique, il n'y a aucun autre pays au monde qui a une position géostratégique aussi intéressante et avec une dimension d'un sous-continent, 9 voisins. Si le Congo démarre, c'est ce que j'ai dit à nos voisins, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, si le Congo démarre, le Rwanda va encore démarrer davantage. L'Ouganda, l'Angola, la Zambie, République centrafricaine. Voilà la coopération Président régionale. Kamere, c'est pas facile de recevoir un homme de votre trempe et puis de terminer l'émission parce que nous savons que le verbe est facile et vous avez un projet vis-à-vis de notre pays. Nous vous disons merci. Les derniers mots. Les derniers mots, c'est de dire au peuple congolais, soyez optimistes. Mais l'optimisme ne suffit pas. Soyez debout comme un seul homme, comme c'est dit dans notre hymne national, pour qu'ensemble nous puissions construire un pays plus beau qu'avant. Nous devons nous débarrasser de notre route, de tous les obstacles qui vont vous empêcher d'aller à ces rendez-vous avec d'abord l'alternance politique le 20 décembre 2016. Et pour cela, le 20 décembre, ça se prépare maintenant. Pour éviter de vivre le Burundi chez nous, nous devons commencer maintenant. Parce que si on franchit le 19 décembre 2016, c'est fini. L'homme fort n'a plus que faire de nous que des esclaves. Alors nous disons, aujourd'hui, c'est maintenant, et donc le 26 mai, peuple congolais, votre destin, vous devez le reprendre. C'est vous qui donnez le pouvoir, c'est vous qui l'arrachez. Comme Dieu donne la vie, il ne vient pas vous consulter pour vous l'arracher, il vous l'arrache quand il veut. Même avant les échéances, si les gens sont passibles des actes de haute trahison, le mouvement populaire comme au Burkina Faso peut amener les gens à comprendre qu'on ne joue pas avec un peuple aussi grand, en histoire, en culture, 450 ethnies, beaucoup de langues, 4 langues nationales, 250 dialectes. Nous sommes très riches, c'est ça notre richesse. Voilà, Président Vital Kamerhe, nous vous disons merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois de venir répondre à notre invitation au nom du directeur général de la radio-télévision catholique, M. l'abbé André Bakula. Nous vous disons merci de votre présence. Je pense que la radio et la télé est dispo pour vous recevoir. Merci. Merci aussi à Radio Elikia pour le travail que vous faites et aux auditeurs. Merci. Tous les dimanches à partir de 13h, la semaine d'Elikia. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli. La semaine d'Elikia, la semaine d'Elikia. Un magazine sociopolitique de la rédaction de votre radio. Tomoni bozo banyoso tosali. Oya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala. Moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo.